Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de quelques étudiants en ergothérapie qui vont nous parler de leur vie étudiante, de leur expérience étudiante, en fait, à l'Université de Montréal. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Donc, salut. Vraiment, moi, je m'appelle Benjamin, je suis étudiant en ergothérapie à la maîtrise et je laisse la parole aux autres. Je m'appelle Laurie, je suis étudiante en troisième année. Puis ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Pour moi, l'ergothérapie, c'est une profession qui m'est très chère, donc je suis très contente d'être ici. Salut, moi c'est Léane. Comme Laurie, je suis étudiante en troisième année en ergothérapie. Oui, puis moi, mon nom, c'est Nadielda Pastor. Je suis, comme Benjamin, étudiante à la maîtrise en ergothérapie. C'est ça, on est venu aussi pour vous parler d'un programme qu'on aime beaucoup puis qui nous tient à cœur, puis d'espérer que ça vous tente aussi. Bonjour, je suis Marc Rouleau, je suis ergothérapeute, adjoint académique, puis responsable du développement professionnel continu du programme d'ergothérapie à l'Université de Montréal. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. Alors, j'ai quelques questions à vous poser. Ma première est la suivante. Pourquoi avez-vous choisi l'Université de Montréal et particulièrement votre programme? Si je peux commencer par répondre à celle-là. Tout d'abord, à l'Université de Montréal, la recherche est vraiment forte. Là, comme on a pu le voir dans la vidéo, il y a une grande concentration de professeurs et chercheurs dans le programme d'ergothérapie. Il y a énormément d'établissements, de possibilités de stages qu'on peut faire partout dans Montréal, puis très aussi diversifié avec la clientèle qui vous intéresse plus. Même rendu, je pense, en deuxième année, il y a possibilité également de faire des stages internationaux, déjà en deuxième année. Puis quand on parle déjà de stage, il y a, comment dire, on est rapidement sur le terrain, contrairement à d'autres universités. Ça commence dès la première session, on a un stage qui est plus communautaire. Puis ensuite, la session suivante, on a un stage déjà dans un milieu clinique et ça se poursuit à chaque année. Le nombre d'heures de stage est pareil dans les universités, mais nous, on est vraiment lancé dans l'eau froide rapidement, puis c'est vraiment aidant. On réalise rapidement que c'est très aidant. Puis je dirais aussi, il y a les méthodes d'enseignement qui sont axées beaucoup sur le travail d'équipe qu'on fait vraiment ensuite en milieu de stage. On fait en pratique pour vrai, donc on apprend dès le début à travailler avec d'autres collègues pour résoudre certains devinettes cliniques ou des trucs de genre. Donc, ça va. C'est pas mal les raisons principales. Je ne sais pas si quelqu'un voulait compléter. Peut-être ajouter sur les milieux cliniques aussi, là, qu'on a la chance, dans le fond, sur l'île de Montréal, il y a quand même une grande concentration de centres spécialisés puis centres de recherche aussi. Fait que les stages qu'on va avoir sont comme vraiment, vraiment riches, puis il y a vraiment beaucoup d'intérêts. Bien, comme beaucoup d'intérêts qui peuvent être satisfaits. Fait que disons que tu as des intérêts en pédiatrie très spécialisés, ou que ce soit en gérontologie ou peu importe, mais les milieux vont vraiment permettre que tu puisses choisir parmi un éventail de différents stages pour rejoindre tes intérêts. Puis ça, c'est quand même un très grand atout, là, si on peut parler juste aussi de la portion des stages. Merci beaucoup à vous deux. J'aurais une autre question pour vous. Comment est-ce que vous pouvez décrire la vie étudiante à l'Université de Montréal, mais aussi dans votre programme? Je vais continuer, je pense, sur cette lancée-là. La vie étudiante, premièrement, si on se concentre en réadaptation, nous, on est au pavillon Parc à l'Université de Montréal, qui est à peu près à 3-4 stations de métro du pavillon principal de l'Université de Montréal. Et là se concentre ergothérapie, physiothérapie, mais également orthophonie, audiologie et tout ce qui est santé publique. Donc, il y a vraiment une grande possibilité dès le départ des programmes de réadaptation de travailler en interdisciplinarité, mais de se connaître, d'avoir une plus grande réflexivité par rapport à ça. Puis également, pour ce qui est de l'Université de Montréal, toutes les professions de la santé sont concentrées là. Donc, on a des cours qui s'appellent la collaboration en sciences de la santé qui nous permet dès le départ, de travailler avec d'autres professionnels puis se connaître l'un l'autre. Donc, pour ça, à l'université, c'est vraiment bien pour ça. Puis, on connaît dès le début les autres professions. Et plus qui est pour notre programme, vie étudiante, comme je disais, on est un pavillon un peu pas isolé, mais on est un pavillon de réadaptation à part où que la vie étudiante est vraiment riche et permet de répondre aux intérêts de tout le monde. Autant qu'il y a des gros événements d'envergure, des gros concours de danse qui se passent à chaque année, comme il y a des petits 4 à 7 à toutes les semaines, mais qui peuvent être plus discrets et répondre à des intérêts autres et qui vont vraiment jouer sur
tous les aspects de la culture, comme des spectacles d'humour ou des soirées de jeux de société, qui peut vraiment, ça fait le tour de tous les intérêts. Donc, on va aux deux extrêmes, puis il y a la possibilité pour tous de s'inclure dans cette vie étudiante-là, puis c'est vraiment riche et inclusif, et c'est vraiment axé sur le respect. Parlant de respect, c'est vrai, on va plugger ça. On a gagné 2-3 ans de suite pour les journées d'accueil, le prix des journées les plus respectueuses. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, puis c'est juste du plaisir. Ah, c'est bon à savoir. Donc, une vie étudiante bien animée comme on les aime. Parfait. Donc, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous jugez que l'intégration à la fois dans votre programme et à l'Université de Montréal est facile? Oui, bien, je me propose garant pour répondre. Dans le fond, moi, oui, totalement. Mon intégration s'est super bien passée. En partie par rapport à ce que tu disais, Benjamin, sur l'ambiance qui est super ouverte d'esprit, qui est respectueuse, qui est beaucoup axée sur l'entraide aussi. Et ça, personnellement, pour moi, ça a fait une grosse différence. Déjà, dans les petits groupes, dans les classes qu'on avait juste nos cours d'ergothérapie, il y avait beaucoup d'entraide, beaucoup de partage entre les étudiants dès le départ. Un aspect aussi, je pense, qui facilite plus l'intégration au plan global, c'est que, comme Benjamin disait, il y a des activités qui sont pour vraiment là, une gamme très variée d'intérêts. Si je donne un exemple plus personnel, moi, par exemple, j'ai fait partie d'une équipe de Ultimate Frisbee à ma première année avec des gens qui étaient une équipe qui était juste constituée de physio puis d'ergo. Puis c'est là que j'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires, que je me suis fait rapidement plein d'amis. C'est ça. Puis, en tant que tel, aussi, académiquement, il existe des systèmes de parrainage. Et donc, ça, c'est super utile. Là, dès la première année, on est jumelé avec un parrain ou une marraine de deuxième année qui est comme un peu notre ressource, là, si on a des questions plus au niveau du fonctionnement, puis tout ça, qui peut être une belle ressource étudiante aussi. Puis aussi, un autre programme qui est super intéressant pour l'intégration, c'est le programme d'aide aux étudiants, qui est encore une fois parrainé avec des étudiants de deuxième et de troisième année, puis qui est plus de nature académique, là, plus pour donner comme des trucs d'études, répondre à certaines questions concernant certains cours. Fait que c'est ça, là, quelqu'un qui aurait peut-être plus de difficulté à intégrer le programme au fil du temps, bien, pourrait avoir ces ressources-là. Excellent, merci, merci beaucoup, Laurie. J'ai une autre question pour vous. En fait, on sait que c'est temporaire, mais comment ça se passe pour vous en ce moment, les études à distance? Bien, je peux peut-être poursuivre. En fait, ben, c'est sûr, les études à distance, ça comporte des défis traditionnels, je pense, auxquels on est tous sensibilisés. Je pense cependant qu'il y a vraiment des facilitateurs là, importants dans la mise en place qui font en sorte que c'est plus facile. Je pense, entre autres, je dirais peut-être la grande flexibilité du corps professoral face à nos besoins. Dans le programme, on est conscient qu'on est tous dans le même bateau, puis justement, le fait que les professeurs soient flexibles par rapport à nos demandes quand c'est possible, bien, c'est super apprécié pour rendre les cours interactifs en ligne plus facile. Sinon, un autre point qui est pertinent, je pense, ça serait de mentionner que les cours sont le plus interactifs possible. Et souvent, par exemple, moi, en troisième année, on a des cours, on est 80. Puis, quand même assez fréquemment dans le cours, là, on se fait séparer en petits groupes, que là, il faut faire nos exercices. On est comme 4-5 étudiants, on brainstorm, puis après, on revient en grand groupe. Fait que ça fait que le lien avec nos amis, nos collègues de classe, n'est pas totalement coupé. Moi, je me sens quand même proche de mes collègues de classe malgré la distance. Puis c'est ça, là. Sinon, ben, les plateformes traditionnelles, on les connaît bien. Là. Il y a Zoom, qui est plus exploité à des fins de cours magistraux. Puis il y a Teams, que c'est plus pour des travails de groupe, des résolutions de cas en groupe,
Donc, encore une fois, on essaie d'optimiser l'expérience, même si on voudrait que ce soit autrement, mais c'est ça. Puis aussi, pour ajouter, Laurie, Oui. aussi, il y a une bonne... on a vu la progression depuis l'année passée, là, depuis la première session en ligne, puis il y a vraiment Vraiment. un questionnement de tout le corps pour chaque cours qui est donné. C'est quoi les meilleures modalités en ligne à avoir? Est-ce que c'est mieux de faire un cours, puis même pour chaque cours, là, genre, mettons, chaque semaine, est-ce que ce cours-là, c'est mieux que ça soit synchrone, asynchrone? Les deux. Il y a des profs qui font comme une portion asynchrone, puis après, on revient en groupe, puis on fait des ateliers. Puis il y a aussi la question, il y a beaucoup de laboratoires dans le programme, là, fait qu'il y a une question aussi de savoir est-ce que c'est favorable ou non que ça soit fait à l'école, mais c'est sûr que s'il y a des laboratoires qui sont comme indispensables, qu'il faut qu'on fasse à l'école, il y a encore des cours en présentiel pour des laboratoires vraiment clés, là. Fait que c'est vraiment pas juste c'est pas un programme qui est uniquement en ligne. Ça peut être vraiment intéressant justement de voir disons, il y a un laboratoire sur les orthèses de la main, bien, ça ne pourrait pas possiblement être fait en ligne. Puis ça, justement, c'est un des exemples d'un cours qui a été choisi d'être fait à l'école. Fait qu'il y a vraiment un questionnement par toutes les personnes qui donnent un cours de se dire qu'est-ce qui est meilleur pour l'apprentissage de mes étudiants qui soit fait. Puis on le sent vraiment. Puis il y a une consultation aussi des fois des professeurs. Est-ce que ça vous convient? Qu'est-ce qui serait mieux de faire pour la prochaine session? Fait que c'est vraiment apprécié ça aussi. J'aurais une autre question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de votre formation? Est-ce que c'est ce à quoi vous attendiez? Est-ce que vous êtes satisfait de votre formation? Écoutez, je me sens inspirée pour répondre. Je pourrais laisser la parole à mes collègues par la suite. C'est vraiment, juste pour rappeler ce qui a déjà été dit, là, côté stage, on a des expériences de stage qui sont super variées. En plus de nos centres d'expertise là, qui sont affiliés à l'Université de Montréal, on a plus de 150 milieux cliniques différents à notre disposition dans nos choix au cours de notre parcours. Donc, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Puis aussi, en fait, ce que je trouve qui est un point saillant de notre formation, c'est la juxtaposition entre vraiment plus les cours théoriques, les laboratoires, comme Nadielda mentionnait, puis la résolution de cas cliniques en petits groupes qui sont faits pour se chevaucher puis s'imbriquer. Puis ça vient vraiment apporter une richesse là, à notre apprentissage, le fait que ce soit bien réparti puis bien imbriqué. Puis ça aussi, également, ça fait le pont vers nos stages parce que ça nous permet tellement de développer une autonomie qui nous pousse de l'avant. Puis, les stagiaires de l'Université de Montréal, on a une bonne réputation auprès des superviseurs comme étant des élèves investis, comme étant des élèves autonomes. Mais c'est sûr que tout cet apprentissage-là, il est comme fait en amont, un peu avec les cours. Puis aussi, la façon dont c'est bâti, je pense que c'est progressif dans le sens où la première année est plus destinée aux cours d'anatomie, de physiologie et tout ça. Le deuxième, c'est beaucoup plus par rapport à la résolution de cas. Puis, bref, nos compétences sont graduées au fil de la formation. Puis, une fois arrivé à la maîtrise, il y a des cours qui sont optionnels, puis qu'on peut sélectionner selon nos intérêts. Dans le fond, là, je pourrais peut-être laisser les gens qui se connaissent plus que moi ou M. Rouleau répondre là, sur plus le continuum, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment bien gradué au fil des 3 années. Puis quand on arrive à la maîtrise, là, on choisit ce qui nous passionne le plus. Puis ça fait juste en sorte qu'on en apprend davantage à chaque année, puis qu'il y a une bonne fluidité là, dans le programme. Peut-être pour ajouter là-dessus, c'est un programme par compétences aussi, là, donc c'est comme s'il y a une évaluation des compétences en fonction de qu'est-ce qu'un ergothérapeute devrait avoir comme compétences pour être comme bon en clinique. Puis, dans les années, il y a comme une gradation de qu'est-ce qui est attendu d'un étudiant, disons, en termes d'utilisation de ses savoirs, en termes de ses capacités de communication, ses capacités d'utiliser des données probantes. Puis, c'est gradué au travers de
du parcours, en fait. Fait que c'est vraiment, on bâtit sur les savoirs de chaque année pour vraiment construire. Puis il y a souvent un retour sur qu'est-ce qui a été fait. Ah, vous avez vu il y a 2 ans ça, bien, on va continuer sur ce chemin-là pour que, justement, à la maîtrise, on a eu comme des bases très solides au bac, on a comme appliqué dans nos stages, on a appris à connaître les clientèles au travers de nos stages, puis au travers des cours. Puis là, à la maîtrise, on peut vraiment choisir parmi vraiment beaucoup de cours à option, qu'est-ce qui nous intéresse en fonction de nos horaires, qu'est-ce qu'on préfère. Puis aussi, ça fait vraiment une bonne variété qui permet de bâtir son propre profil aussi. Excellent, merci beaucoup à vous deux. J'ai une autre question pour vous. Comment est-ce que vous qualifiez la charge de travail? Ben, on ne se cachera pas, c'est un programme de sciences de la santé, là, fait que c'est quand même c'est exigeant. Il faut travailler fort. Il faut aussi, comme, il faut savoir organiser son temps aussi. Je pense que c'est là que ça se joue aussi. Mais malgré la charge qui est quand même importante, c'est souvent une charge qui va être... dans le fond, il y a beaucoup de façons de travailler en équipe pour faciliter un peu le travail de façon générale. Là. Donc, c'est beaucoup de cours qui sont bâtis en équipe. Fait que c'est important, dès le début d'avoir cet esprit-là, que ce n'est pas nécessairement une compétition entre tous les étudiants. Puis, à partir du moment où on s'aide, ça va quand même mieux. Souvent, il y a beaucoup de matières qui vont être... C'est pas une matière nécessairement très théorique. Il faut apprendre par cœur les modèles puis les recracher sur un examen. C'est beaucoup de l'application, savoir comment, disons, interagir avec des personnes, savoir comment faire certaines manipulations. Puis ça, c'est des choses qui peuvent se pratiquer en équipe. Fait que, disons, un examen pratique d'application, de manipulation, disons, en santé physique, bien, il y a beaucoup de gens qui vont étudier en équipe. Puis ça fait que c'est quand même une charge qui est répartie, bien, pas répartie, mais qui n'est pas comme ressentie de la même façon quand on sent qu'on a comme un groupe, puis on travaille ensemble. Puis c'est ça. Mais c'est quand même une charge importante. Là. C'est pas, ça peut être... ça ne serait pas nécessairement possible de travailler à temps plein puis étudier à temps plein parce que c'est ça, c'est quand même intense. Justement, parlant de la charge de travail et des études, est-ce que, selon vous, c'est possible de concilier travail et études? Oui, c'est faisable. La charge change aussi de session en session puis de bloc en bloc. Là. Dans le fond, Laurie vous parlait un petit peu plus tôt que la deuxième année, c'est comme des cas par vignette. Fait que ça, dans le fond, c'est des blocs de 2 mois pour chaque problématique de santé. Là. Vous allez comprendre peut-être un peu plus tard, c'est dur à expliquer quand on n'est pas dedans. Mais les charges peuvent changer justement de bloc en bloc. Il y a des blocs qui sont un peu plus exigeants puis qui demandent... ben, c'est toujours graduel. Là. C'est jamais, on le met dans le bain tout de suite puis c'est très intense. Mais dépendamment des blocs, justement, on peut avoir à travailler un petit peu moins, un petit peu plus. Mais généralement, c'est quand même... Je connais la majorité des gens travaillent en même temps. Peut-être pas comme 40, 30 heures, là, mais un travail à temps partiel, c'est vraiment faisable. Puis aussi, un avantage aussi d'étudier en ergothérapie, c'est vu qu'on est une profession de la santé, à partir d'un certain nombre de crédits universitaires, on peut avoir accès à des emplois aussi disons, d'assistant ergothérapeute ou pouvoir travailler dans des cliniques privées. Fait que ça donne accès justement à des postes qui sont des fois mieux rémunérés, de meilleure qualité, puis qui vont donner des connaissances en lien avec notre travail futur. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit avec les années. Là. Comme disons, à la maîtrise en ce moment, moi, j'ai beaucoup de gens qui travaillent que je connais qui travaillent dans le réseau de la santé, comme assistant ergo, il y en a qui travaillent dans des cliniques de dépistage. Ça peut aider. Il y en a qui travaillent justement dans des CHSLD ou peu importe. Fait que c'est ça. Mais même en début de bac aussi, ça se fait travailler en même temps. Je vais passer à la prochaine question. Quelles sont les opportunités d'emploi, oui, en lien avec l'ergothérapie? Opportunité d'emploi, c'est vraiment ça, je trouve, le point clé d'ergothérapie, puis une raison pourquoi j'ai choisi ça en sortant du cégep, puis même encore à l'université, j'étais pas sûr de quoi faire dans la vie. Puis ça, qu'est-ce qui est fantastique avec l'ergothérapie, c'est qu'on peut décider avec la clientèle avec laquelle on veut travailler. C'est très varié, autant en pédiatrie qu'en gériatrie, en santé mentale, santé physique, milieu communautaire, domaine public, privé.
Et les opportunités d'emploi actuellement sont bonnes en sortant d'école, mais là, je vais parler d'expérience. Là, je parlais avec des finissants de cette année, de l'année dernière. Ils ne sont même pas encore sortis de l'école. Les 5 à 7 offres d'emploi s'offraient à eux. Donc, c'est vraiment... il ne manque pas d'emploi dans ce domaine-là. Avec la population vieillissante, on ne va pas en manquer. Ça, c'est certain. Donc, les opportunités d'emploi sont bonnes, sont variées dans le domaine qui vous intéresse. Et il y a vraiment... chaussures adaptées au pied de tout le monde, ça va... On va pouvoir en parler plus en détail. J'ai vu une question là, pour parler une journée typique d'ergothérapie dans les QR, donc on va pouvoir vous en parler après les questions principales, mais c'est très, très, très varié, très intéressant sur tous les niveaux. Puis aussi en termes de qualité de vie au travail, là, c'est vraiment un bon milieu. Comme généralement, c'est comme souvent des horaires à peu près 35 heures semaine, mais ça se voit aussi beaucoup d'ergos qui font 4 jours semaine. Des fois, il y en a qui ont un horaire comme une semaine de 5 jours, une semaine de 4 jours, fait qu'ils font leurs 70 heures en 2 semaines. Puis c'est aussi des bonnes conditions de travail. Ben, le privé, ça peut changer un peu d'une clinique à l'autre, là, mais généralement, au public, c'est quand même des bonnes conditions. Ben, le privé, ça peut être des bonnes conditions aussi, là, mais on est un peu plus exposé au public. Généralement, des bonnes conditions aussi d'employeurs, de salaire aussi, c'est quand même vraiment apprécié. Puis non seulement ça, il y a des opportunités quand on termine nos études, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités pendant qu'on est aux études, que ça soit, comme Nadiela l'a mentionné, comme assistant ergo pendant les études, mais aussi au sein de l'Université de Montréal, les professeurs à l'école, la majorité ont des projets de recherche. Ils sont très ouverts à accueillir des étudiants dans ces projets-là. On peut appliquer, on peut travailler avec eux. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités aussi pendant vos études pour développer votre CV et vos compétences. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais passer à une prochaine question. Quelles sont vos aspirations pour le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme métier plus tard? Ben, je peux me lancer, évidemment, je veux travailler en ergothérapie, c'est pour ça qu'on est là. Personnellement, c'est la clientèle pédiatrique qui m'intéresse le plus. Depuis que j'ai 16 ans, je travaille dans le domaine aquatique avec des jeunes, puis je voulais trouver un travail qui me permettait de continuer à utiliser un peu la créativité que j'utilise à tous les jours avec ces jeunes-là. Puis en ergothérapie, on a vraiment cette possibilité-là de venir créer des thérapies qui sont très, très adaptées, spécialisées à tes clients. Et c'est la créativité qui m'a attirée. Puis un peu comme on le disait tantôt, là, ce qui est le fun en ergo, c'est que même si on commence en pédiatrie, puis que 3 ans plus tard, on veut changer, puis on veut aller en thérapie de la main, ou on veut aller en clinique de gestion de la douleur, ou on veut aller en gériatrie, on peut le faire. Donc, on peut changer de clientèle, on peut changer de milieu, on peut passer d'une pratique privée à une pratique publique, on peut aller dans des écoles. Donc, c'est vraiment ça que peu importe tes aspirations, même si elles changent quand tu as terminé tes études, en ergo, ça te permet de changer puis de suivre tes aspirations, peu importe où tu es rendu dans ta vie. Puis comme Nadiela l'a dit, les horaires sont très flexibles. On peut faire du 4 jours, du 5 jours. On peut faire du 2 jours recherche, 3 jours clinique. Donc, je pense que c'est ça la fibre de l'ergothérapie. C'est peu importe c'est quoi que tu veux faire, peu importe c'est quoi tes intérêts, mais tu peux trouver une niche puis tu peux aller trouver un emploi dans ça. Merci beaucoup, Léane. J'ai une autre question pour vous. Est-ce qu'il y a des cours qui sont donnés le soir ou est-ce que c'est tout de jour? Il n'y a pas de cours de soir. Il y en a un à la maîtrise, je pense, mais la majorité des cours sont donnés dans une journée là, de 8h30 à 4h. Super, merci. J'ai une autre question pour vous. Quel est votre plus beau souvenir en lien avec vos études jusqu'à présent? Je continue. Je trouve que c'est difficile de choisir juste un moment parce que, comme on l'a mentionné, la vie étudiante à Parc, c'est le pavillon de réadaptation, c'est très stimulant, c'est une grande famille, il y a tellement d'activités qui font que quand on pense au moment qu'on a passé durant nos études, la majorité du temps, c'est des bons moments, puis c'est le fait qu'il y ait plein de petits moments qui font que bien, tous les souvenirs sont bons, sauf des fois le stress des examens là, pendant que tu es en cours. Mais à part de ça, c'est des beaux souvenirs. Puis je pense que si je devais en choisir un, ça c'est personnel, là, mais c'est en lien avec les stages.
comme on l'a dit, on est rapidement mis en stage, on est rapidement mis en relation d'aide avec diverses clientèles. Et moi, cet hiver, j'ai fait un stage à l'Institut de gériatrie, puis c'était pendant la COVID, pendant le temps des fêtes. Puis avec 2 autres stagiaires, on a eu la chance de mettre sur pied un programme de lettres de Noël pour les patients qui étaient hospitalisés. Puis je pense que c'est ça qui est le fun avec le programme d'ergothérapie, c'est qu'on a beaucoup de place pour créer des projets, puis laisser aller un peu notre créativité, puis ce qu'on a envie de faire pour aider le monde. Puis pour moi, ça, c'était tellement un beau moment que l'école m'a permis d'avoir, d'écrire des lettres, d'aller les remettre dans les chambres, de voir le sourire de ces patients-là quand ils recevaient des lettres de Noël. Fait que c'est comme des petits moments comme ça qui font qu'on a des beaux souvenirs en réadaptation. Super, merci. Merci beaucoup, Léane. J'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce qui va le plus vous manquer de l'Université de Montréal? Oui, je trouve ça... Ben, en tout cas, pour être une étudiante dans la maîtrise, je trouve ça spécial, cette question-là, parce que l'université, c'est pas... Tu sais, les cours en ligne, on dirait que ça... Dans le fond, c'est... Voyons, je vais me reprendre. Tu sais, l'année passée, on est parti du pavillon un peu, puis... on dirait que là, je trouve ça spécial parce que vu que je termine bientôt ma maîtrise, je vais peut-être pas comme réintégrer le pavillon. Puis je trouve que c'est ça qui va me manquer le plus, c'est l'esprit un peu de je sais pas, de cohésion qu'il y a dans le pavillon. On dirait que vu qu'on arrive le matin, on croise plein de gens qu'on connaît comme de toutes les cohortes parce qu'on a appris à connaître toutes les cohortes avec les années, avec les projets, avec justement les programmes de parrainage. Puis aussi les autres programmes là, à cause des activités. Puis je trouve que c'est ça qui faisait un peu l'âme de mon expérience universitaire. C'était le fait d'arriver le matin puis de pouvoir voir les gens, de parler un peu, de collaborer. Tu sais, c'est tellement des souvent, on va travailler beaucoup par équipe comme d'une dizaine. Fait que c'est vraiment, ça fait chaleureux quand on arrive, disons, les matins, on faisait des APP, puis à la fin de notre bloc d'APP, on faisait des déjeuners commun, puis c'était vraiment agréable. Fait que moi, je pense que c'est ça. Qu'est-ce qui va me manquer de l'UDM, c'est l'esprit de cohésion qu'il y avait. Puis aussi, dans un second temps, si on pense au niveau académique, il y a tellement des profs comme, avec des intérêts différents, puis avec une richesse de connaissances, c'est fou là, dans le programme, honnêtement. C'est des fois, on lit les articles, puis c'est le professeur qui écrit les articles ou même le livre qui va nous donner le cours. Puis je trouvais ça intéressant d'avoir accès facilement à ces connaissances-là aux professeurs en allant cogner à leur porte ou en leur écrivant un message quand on avait des questions. Fait que ça, c'est un truc aussi qui va me manquer. C'est comme l'accessibilité tellement facile au réservoir de connaissances qu'on a puis d'expertise avec les professeurs de l'école. Merci beaucoup, Nadielda. Donc, on a déjà fait le tour des questions que j'avais pour vous. Maintenant, je vais aller piger dans la boîte, justement, QR pour voir les questions des participants. Donc, on a une première question ici qui nous vient d'une étudiante. Pourriez-vous donner des exemples de ce que vous faites lors d'un stage ou une journée de travail typique d'un ou une ergothérapeute? Je peux peut-être y aller. Ma seule expérience, c'est surtout en stage. Donc, moi, c'était une clientèle gériatrie qui était hospitalisée en unité de réadaptation fonctionnelle. Donc, c'est des personnes âgées qui étaient hospitalisées pour différentes raisons, surtout pour du déconditionnement que moi j'ai vu, et se préparaient à retourner à leur domicile, que ce soit une maison de retraite, leur maison dans une communauté, peu importe. Et une journée typique, à quoi ça ressemblait? On arrivait, on allait lire les notes du médecin pour voir s'il y avait eu des choses pendant la nuit qui s'étaient passées. Et ensuite, on voyait les patients. Donc, en réadaptation intensive, on voyait les patients à tous les jours. Donc, supposons que tu as 7 patients, mais tu les vois presque à tous les jours sur 5 jours de la semaine. Donc, ta thérapie, selon c'est quoi les besoins du patient, ça peut être des évaluations en cuisine, ça pouvait être, si on travaillait la mémoire, ça pouvait être des jeux de cartes, ça pouvait être plein de choses. Fait qu'on créait des petites thérapies de 1 heure avec les patients. Et entre chaque thérapie, on fait de la rédaction. Donc, une thérapie, une rédaction, une thérapie, une rédaction. Puis après ça, il y avait toujours des rencontres d'équipe en fin de journée pour discuter des progrès, revoir un peu c'est quoi le plan d'action, la date de congé, etc. Pour donner plus d'exemples, pour ma part, moi, je suis des stages dans des écoles primaires. Une où c'était des enfants avec des handicaps sévères d'origine neurologique.
Puis en ergothérapie, nous, ce qu'on veut principalement, c'est on vise le fonctionnement. On veut que les clients, les patients fonctionnent au meilleur de leur capacité. Donc, par exemple, dans cette école-là, comment fonctionner dans une école? Bien, ils doivent écouter, puis ils doivent jouer, ils doivent manger dans la journée, ils doivent se déplacer dans l'école. Donc, comment on fait pour ça? Par exemple, pour les déplacements, on faisait beaucoup de positionnement parce que la majorité était en fauteuil roulant motorisé. Donc, on ajustait le positionnement pour qu'ils soient plus confortables, qu'ils soient autonomes à le conduire par eux-mêmes. On agissait aussi sur l'écriture, donc tout ce qui était manipulation de crayon. L'alimentation, tout ce qui était même nutrition, pas nutrition, juste alimentation, donc l'action de manger. On travaillait autant avec l'orthophoniste, nutritionniste pour savoir c'était quoi les textures idéales, des aides techniques pour qu'ils puissent manger par eux-mêmes. Et autre et d'autres, c'était une multitude de trucs qu'on faisait simplement pour améliorer le fonctionnement, pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Puis ça a été le même cas dans une école primaire, mais avec des handicaps légers. Donc ça, c'était beaucoup axé sur l'écriture puis les tâches scolaires, comment écouter en classe, écrire à l'ordinateur. Donc puis comme me disait Léane, c'est intervention, évaluation, et ensuite c'est rédaction. C'est moitié-moitié dans la journée. Je peux donner une troisième expérience parce que c'est ça, la question, c'est quoi une journée typique d'ergothérapeute? C'est quand même large parce qu'il y a tellement de clientèles différentes que les journées vont être peuvent être très différentes. Là, si on pense, j'ai jamais fait de stage dans ce domaine-là, là, mais il y a, disons, une personne un ergo qui travaille en CLSC en soins à domicile, il va souvent il va arriver le matin puis il va se déplacer dans la maison des gens pour aller faire des interventions à domicile. Fait que ça peut être un exemple, mais je ne l'ai pas fait. Mais je peux donner un exemple de ce que j'ai fait. Il y avait un stage c'est une unité de réadaptation intensive. Ça peut être similaire à ce que Léane décrit, mais moi, c'est avec une clientèle AVC et qui ont ils ont une lésion cérébrale essentiellement. Fait que des journées typiques, c'était un caseload, fait qu'un nombre de clients, j'avais 5 clients. En général, les ergothérapeutes avaient 5 personnes à voir. Puis ça, c'était souvent, les gens ils restent à peu près un mois et demi à 2 mois maximum. Fait que souvent, ça se renouvelait comme ça. Fait qu'on voyait les mêmes 5 patients toute la semaine. Fait que généralement, on voyait la personne à peu près 4 fois. Fait que, comme Léane nous écrivait, souvent, on arrivait vers comme 8h, 8h30 le matin. Souvent assez tôt pour faire soit des évaluations de soins personnels, fait qu'habillage ou que les gens se nettoient, ils prennent leur douche. Fait que après, on pouvait faire la rédaction de notes sur les évaluations qu'on avait faites. Après, il pouvait y avoir des thérapies dans leur gym. Fait que souvent, c'est des thérapies d'activités, de jeux d'équilibre, de se tenir debout, de faire des activités d'écriture, si c'était ça qui était important, de travail cognitif, c'est ça qui était important pour cette personne-là. Il pouvait souvent avoir aussi une personne, disons qu'on voulait faire des évaluations en cuisine ou des évaluations de transfert. Mais en cuisine, on pouvait faire, disons, la personne, on pouvait aller marcher avec elle jusqu'à l'épicerie, on la regarde comment elle va acheter ses aliments, comment elle va choisir une recette, on va revenir à l'Institut de réadaptation, on va faire la recette avec elle, on va regarder comment elle fait ça. Puis ça, c'est une évaluation en ergothérapie. Puis après, si on voulait faire des évaluations de transfert, il y avait une voiture dans le centre de réadaptation qu'on pratiquait les transferts à la voiture. Des fois, les familles ils venaient à l'Institut de réadaptation pour qu'on pratique avec la famille comment le faire parce que si elle va dans une voiture, ça va être la famille qui va l'aider. Puis au travers de ça, il y avait de la rédaction de notes. Puis la journée finissait vers 16-17 heures, mais ça pouvait dépendre des clients parce que des fois aussi, il y avait des visites à domicile. Fait que des fois, on pouvait revenir un petit peu plus tard, faire notre rédaction, puis avoir terminé la journée. Mais essentiellement, la semaine, c'était 35 heures de travail. Fait que c'était à peu près ça. C'est vraiment si intéressant. On a le temps. Oui, vas-y. Je peux peut-être aborder un milieu clinique qu'on a mentionné, mais qu'on n'a pas parlé beaucoup encore. Là, moi, j'ai fait mon stage dans une clinique privée. Donc, en fait, ma clientèle, là, c'était des gens qui étaient en arrêt de travail, principalement pour cause de santé physique, donc tout ce qui était comme lésions professionnelles, comme une lombalgie, aussi des problèmes au membre supérieur, à l'épaule. Puis, d'un autre côté, on suivait aussi des gens qui étaient en arrêt de travail pour
troubles de santé mentale, comme par exemple une dépression, un trouble adaptatif. Donc, encore une fois, là, ça démontre à quel point c'est varié. On avait sur les deux plans, les deux clientèles, santé mentale et santé physique. Je vous dirais que, bon, les clients, on les voyait peut-être de 1 à 3 fois semaine selon leurs besoins. Puis, c'était beaucoup, par exemple, je pense aux techniques de conservation d'énergie, aux techniques plus d'hygiène posturale, dans la façon de manutentionner les charges au travail pour les gens qui avaient des problèmes de santé physique. Et donc, c'est ça. Et notre but en tant qu'ergothérapeute dans ce domaine-là, de retour au travail, c'était vraiment de rendre les gens le plus fonctionnels, puis le mieux outillés pour retourner au travail, puis que le retour au travail soit durable. Fait que puis c'était toutes sortes de travailleurs dans des secteurs super différents. Il y en a que c'est des travailleurs de la santé, il y en a que c'était des manutentionnaires. Fait que à chaque fois, notre raisonnement puis notre analyse des besoins de la personne est super différente parce qu'on prend la personne dans son contexte qui est son travail. Fait qu'il faut tout le temps se faire aller les méninges puis réussir à bâtir une relation de confiance avec la personne. Peu importe le milieu, puis c'est ça. Ça donne lieu à des évals, des interventions, puis de la rédaction après. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est vraiment intéressant de vous entendre là, parler de votre programme. Vous êtes super passionnés. Donc, on a une question qui nous vient de quelqu'un, justement. En fait, ça a été quelque chose qu'on a abordé plus tôt. Là. C'est en lien avec la charge de travail. Elle demande si vous avez le temps d'avoir un emploi à temps partiel tout en étudiant. Donc, je me demande, est-ce que vous êtes en mesure de nous partager un peu le nombre d'heures que vous accordiez à vos études et à votre travail? Ou est-ce que c'est difficile pour vous de dire? Je pense que c'est difficile de dire le nombre d'heures accordées aux études, parce que ça peut varier d'une session, d'une semaine, puis tout ça, là, mais le travail, personnellement, au bac, je travaille à peu près 15 heures semaine, des fois un petit peu moins, dépendamment. Mais je ne dis pas que c'est peut-être idéal pour tout le monde, mais à la maîtrise, je fais à peu près 20-25 heures en ce moment. Mais ça aussi, c'est en contexte COVID qu'il n'y a rien d'autre à faire. Je ne sais pas si ça serait possible autrement, mais c'est à peu près ça. Puis en termes d'études, je dirais que c'est quand même pas mal temps plein. Là. Au moins un bon 35, comme incluant cours et études à la maison, là, à peu près un bon 35-40 heures semaine d'études. Mais encore là, ça dépend de vous, ça dépend de vos stratégies d'études, ça dépend de si vous travaillez plus ou moins en équipe, de la facilité dans certaines matières. Fait que ça peut varier aussi. Merci beaucoup, Nadielda. Donc, le temps file. Je vais prendre une dernière petite question. Que faites-vous pour l'aspect santé mentale? Est-ce qu'on peut comparer ça au travail d'un psychologue? Ou... On agit beaucoup plus sur l'aspect qui est fonctionnel. Par exemple, on va y aller dans un exemple clinique pour aider, pour illustrer la chose. On a une consultation d'une personne qui a eu un épisode psychotique, qui souffre de schizophrénie, par exemple. Nous, comment qu'on va, par exemple, le psychiatre va aider dans la médication, dans l'hospitalisation dès le départ. Le psychologue va, ça va être des thérapies plus parler pour trouver des solutions adaptatives un à un. Et nous, comment on va agir, c'est sur le fonctionnel. C'est-à-dire, quelqu'un qui a eu un épisode psychotique, on ne peut pas nécessairement le retourner chez lui parce que ça se peut que ça se produise. Donc, OK, est-ce que tu es capable quand même de continuer à faire à manger seul? Es-tu capable de prendre l'autobus seul? Est-ce qu'on peut éventuellement penser à retrouver un emploi? Puis on va accompagner cette personne-là dans son autonomie au quotidien, à travers toutes ses occupations qui tenaient à cœur et tout ce qu'il faisait. Occupation, c'est autant loisir, autant travail, autant faire le ménage chez lui que se faire à manger. Donc, nous, on rentre vraiment plus dans cet aspect fonctionnel-là de la personne, contrairement au psychologue qui, souvent, le client, lui, va chez le psychologue, fait des thérapies cognitivo-comportementales, agit sur ses pensées, restructuration des pensées. Donc, nous, on est moins dans cet aspect-là, puis plus dans le fonctionnel. Puis, pour faire... Ah, vas-y, Léa. Oui, ben c'est juste un petit détail. C'est vraiment
comme Benjamin a dit, c'est le fonctionnel, c'est vraiment les occupations. Donc, c'est quoi que la personne fait dans la vie de tous les jours? C'est quoi sa routine? C'est quoi son horaire? C'est quoi qui remplit sa journée? Puis comment est-ce qu'on peut faire pour l'aider à être capable de continuer de faire toutes ces choses-là dans sa journée de manière le plus autonome possible? Fait que si pour cette personne-là, c'est vraiment important qu'elle soit capable de cuisiner, bien là, on va faire toute une réadaptation par rapport à la cuisine. Puis ce qui est intéressant en ergothérapie, c'est qu'on peut avoir 2 patients qui ont le même diagnostic, mais qui ont des occupations qui sont complètement différentes. Donc, pour un client, c'est très important d'être capable de cuisiner. Pour un autre, c'est le travail qui est très important. Mais même si c'est le même diagnostic, comment est-ce qu'on fait pour, malgré ce diagnostic, malgré toutes les limitations, faire pour qu'il soit autonome dans l'occupation qui lui tient à cœur? Puis peut-être pour ajouter là-dessus, puis pour une compréhension générale, là, parce qu'au début, on n'a pas vraiment défini c'est quoi l'ergothérapie, là, mais l'ergothérapie, ergo, c'est occupation, fait activité, puis thérapie, ben, c'est thérapie. Fait que c'est essentiellement des thérapies par l'occupation ou par l'activité. Fait qu'en fait, disons, en santé mentale, ben, il va aussi avoir beaucoup de, disons, si on pense aux troubles anxieux, par exemple, une personne qui va avoir un trouble anxieux, des fois, va avoir des difficultés à s'activer ou certaines craintes par rapport à certaines situations. Fait qu'un ergothérapeute, à la place de travailler sur les schémas cognitifs de pourquoi est-ce qu'on entretient justement cette crainte-là ou cette appréhension, ben nous, on va mettre directement la personne dans l'activité. Fait que disons que la personne a une phobie de prendre l'autobus parce qu'elle a eu, disons, une attaque de panique dans l'autobus. On va travailler avec cette personne-là pour faire une exposition comme graduelle en fonction de ses besoins et ses capacités pour qu'elle puisse prendre l'autobus puis continuer à faire ses activités de déplacement qui sont nécessaires pour aller travailler. Aussi, une personne elle a la schizophrénie, puis qu'elle entend des voix, ben, ça peut interférer, comme Benjamin dit, avec son travail. Fait que là, on va travailler avec la personne, on va voir est-ce qu'il y a une possibilité de contacter l'employeur pour avoir des stratégies qu'on peut implémenter au travail pour que si la personne a des hallucinations auditives, ben, réduire le stress au travail pour pas que ça se produise, ou avoir des stratégies alternatives au travail pour pas que ça se produise. Fait que c'est vraiment juste comme on ne va pas travailler sur comment la personne, ben, on peut le faire un peu, là, dépendamment des modalités, mais ça, c'est plus complexe, mais essentiellement, c'est juste de dire c'est quoi comment est-ce que le problème de santé mentale interfère avec les activités qui sont importantes pour cette personne-là, puis comment est-ce qu'on peut faire la gestion du trouble de santé mentale dans son activité qui est significative. Puis en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, voilà ce qui conclut déjà la séance. Donc, je vous remercie encore une fois, là, chacun d'entre vous, du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Ça fut un réel plaisir de vous parler.